History in our nation's capital today. The Supreme Court, in a 6-3 decision, ruled that former President Donald Trump and other presidents have absolute immunity from prosecution for official acts taken during their presidency. However, the justices ruled presidents can still be charged for acts that weren't part of their official duties. The landmark case on presidential powers is the first of its kind, as never before had the Supreme Court considered if a president could face criminal charges for actions taken while in the Oval Office. Personne n'aurait imaginé une telle issue. Même les membres les plus fidèles du cercle de Donald Trump n'étaient pas préparés à ce que la Cour suprême des États-Unis allait révéler ce matin-là. Pendant des années, il avait bâti une forteresse juridique composée d'appels incessants, de lacunes dans la législation, d'accords en coulisses et, surtout, de la confiance qu'il accordait aux magistrats qu'il avait lui-même nommés. La logique était simple, repousser l'inévitable jusqu'à ce que l'usure fasse reculer l'adversaire. Et cela a fonctionné pendant longtemps, jusqu'à ce que cela ne fonctionne plus. Il a suffi d'une décision directe, sans place pour l'interprétation, pour démanteler un château construit à coups de millions de dollars en conseil juridique et d'une rhétorique fondée sur l'immunité absolue. Et c'est à ce moment-là que quelque chose a changé. Pour beaucoup de gens, peut-être pour vous qui regardez en ce moment, ce n'était pas seulement une surprise, c'était un soulagement, car il ne s'agit plus seulement d'une dispute entre partis, ni d'idéologie. Ce qui est en jeu, c'est le concept même de justice. La perception que finalement, quelqu'un qui a toujours échappé aux conséquences se retrouve peut-être devant le même tribunal qui juge n'importe quel citoyen ordinaire. L'atmosphère au sein de la Cour suprême était extrêmement tendue. Alors que les analystes s'empressaient d'interpréter l'impact du verdict dans les coulisses du mouvement nationaliste pro-Trump, le sentiment était celui d'un effondrement. Le mécanisme qui, pendant des années, a bloqué les procédures, renversé les décisions et repoussé les délais, a commencé à s'effondrer. Pour la première fois, Donald Trump affronte le temps comme un ennemi, et non plus comme un bouclier. Sur son propre réseau social, il a publié que ce jugement ne concernait pas seulement lui, mais le destin de la nation dans son ensemble. Une tentative désespérée de transformer un drame personnel en une question de survie nationale. C'est la rhétorique de ceux qui n'ont plus d'autres cartes à jouer et qui tentent de se protéger en revêtant l'armure du patriotisme. Mais les États-Unis sont épuisés. La population en a assez d'entendre des versions fabriquées des faits, des discours qui font appel à la peur, à la persécution imaginaire, à la conspiration sans preuve. Et ce qui s'est passé là-bas était exactement le contraire de ce que l'ancien président espérait. Il comptait sur le soutien inconditionnel des juges qu'il avait aidé à mettre au pouvoir. Il croyait qu'il y aurait une main tendue, un vote divergent, une échappatoire salvatrice. Mais il n'en a rien été. La Cour a répondu fermement et sans détour, non, sans longue justification, sans exception, sans possibilité de recours. Un seul mot qui a secoué les structures du pays. Car ce qui est mis à l'épreuve, ce n'est pas seulement le destin d'un ancien chef d'État. C'est la résistance institutionnelle même d'une démocratie. C'est l'affirmation que même les plus puissants ne sont pas au-dessus des lois. Cette nouvelle position de la Cour suprême a le pouvoir de redéfinir les limites de l'autorité présidentielle. Elle montre qu'il n'y a plus de place pour les stratégies qui contournent le système au nom de l'impunité. Et cela change la donne. Elle change la position de celui qui occupe la présidence. Elle modifie les calculs de ceux qui, un jour, ont pensé manipuler les rouages de la justice comme un outil de protection personnelle. Elle ravive l'espoir de millions d'Américains qui croient encore en la force des institutions. Mais elle révèle également un scénario turbulent à venir. Car si quelqu'un croit encore que Donald Trump acceptera cela passivement, il se trompe. La réaction sera retentissante. Il devrait mobiliser sa base, lancer des accusations, répéter qu'il est victime d'un complot, enregistrer des vidéos émouvantes et renforcer son image de victime d'un prétendu complot. Il fera tout un spectacle. Car pour lui, ce qui compte, ce n'est pas la vérité, mais les applaudissements. Et tant qu'il y aura un public prêt à le regarder, il restera sur scène. Mais cette fois-ci,
la scène commence à s'effondrer. Et lorsque la structure cède, le personnage principal perd le contrôle du récit. Il n'est plus possible de repousser la confrontation avec la réalité. Les conséquences arrivent. Et la question qui commence à résonner d'un bout à l'autre du pays est claire. Que se passe-t-il lorsqu'un homme qui n'a jamais été tenu responsable commence enfin à être confronté à sa propre histoire? C'est le nouveau chapitre qui commence à s'écrire. Et si, comme tant d'autres, vous pensez que le moment est venu de tourner la page de l'histoire des États-Unis, profitez-en pour faire partie de ce mouvement. Abonnez-vous à la chaîne. Ici, il ne s'agit ni de spectacle, ni de version convenable. L'engagement est envers les faits, vers une analyse réelle, vers une conscience critique. Si cela a du sens pour vous, rejoignez-nous. Ce qui nous attend sera intense, et il vaut mieux être informé. Maintenant, répondez-moi sincèrement. Combien de fois avez-vous eu le sentiment que le système était conçu pour toujours protéger les mêmes? Cette angoisse de savoir que, tandis que la majorité paie pour ses propres erreurs, d'autres semblent vivre dans un pays où les lois sont faites sur mesure. Si cela vous touche, partagez-le dans les commentaires. Écrivez ainsi. Enfin, quelqu'un a dit ce que j'ai toujours ressenti, mais que je ne savais pas comment exprimer. Cela peut sembler être une simple phrase, mais pour quelqu'un qui la lit, cela peut être exactement ce qu'il lui fallait pour comprendre qu'il n'est pas seul. Votre commentaire peut ouvrir la voie à une conversation dont les États-Unis auraient dû avoir depuis des décennies. Et peut-être qu'ensemble, nous pourrons faire ce que presque personne n'a eu le courage de faire. Montrer la réalité sans crainte, sans filtre, et avec le respect que la vérité mérite. L'impact de la décision prise par la Cour suprême des États-Unis s'est rapidement propagé, dépassant les limites de la Cour et plongeant la scène politique dans une vague d'incertitudes et de réactions imprévisibles. En moins d'une journée, l'épicentre de la politique américaine a été pris d'assaut par des réunions d'urgence, des agendas suspendus et une succession d'appels téléphoniques de dirigeants tentant de comprendre ce qui, jusqu'alors, semblait impensable. Chez les républicains, la confusion était palpable. Les membres expérimentés du Congrès semblaient désorientés, essayant de trouver des explications convaincantes face à la gravité du moment. Chez les démocrates, en revanche, le sentiment était tout autre. Ils voyaient dans la décision de la Cour une ouverture historique, une brèche institutionnelle capable de mettre fin à des années de déséquilibre en faveur de ceux qui étaient toujours restés intouchables. Cependant, la réaction la plus emblématique a peut-être été le silence. Un silence profond, gênant, venant précisément de ceux dont on attendait une réponse. Les ministres de la Cour suprême nommés par Donald Trump. Aucun d'entre eux ne s'est exprimé. Aucun n'a émis la moindre objection. Aucune tentative pour atténuer le coup. Et lorsque même les alliés les plus fidèles choisissent de se taire, c'est le signe que le problème dépasse le cadre juridique. C'est le signe d'un effondrement éthique, d'une faillite morale. C'est la fin d'une époque où il suffisait d'avoir les bons contacts ou un bon réseau de protection institutionnelle pour échapper aux conséquences. Dans les coulisses du groupe le plus proche de Donald Trump, le climat était à la panique totale. Des sources internes ont fait état de conversations animées, de discussions bruyantes et d'une urgence désespérée à regrouper les avocats qui avaient déjà alerté il y a des mois sur le risque de s'appuyer exclusivement sur la tactique consistant à repousser les choses à plus tard. Mais Trump n'écoute pas les conseils lorsqu'ils ne servent pas son discours. Il préfère l'intuition du spectacle. Il fait davantage confiance à la force du drame qu'à la discipline juridique. Il croit pouvoir modeler la réalité à son image, qu'il peut convertir n'importe quelle accusation en scénario de rédemption. Seulement, cette fois-ci, le scénario lui a échappé et le public n'applaudit plus avec la même conviction. L'usure est évidente parmi ceux qui, pendant des années, l'ont suivi sans hésitation. Son image de force commence à se fissurer. Ce n'est pas seulement une figure politique qui est poursuivie en justice. C'est un symbole, fabriqué à partir de slogans et d'apparitions publiques méticuleusement chorégraphiées qui s'effondrent sous le poids de son propre mépris des règles.
Et à mesure que cette structure s'effondre, quelque chose que peu de gens croyaient possible apparaît. Un nouveau cycle de débat national sur les limites réelles de la fonction la plus puissante du monde occidental. Les universitaires, les spécialistes du droit constitutionnel et les chercheurs en institutions démocratiques se sont vus contraints de placer au centre du débat populaire des thèmes qui, jusqu'alors, étaient réservés aux salles de classe et aux cercles juridiques. Pour la première fois depuis longtemps, le citoyen lambda commence à se demander où s'arrête l'autorité présidentielle et où commence la responsabilité juridique de celui qui occupe la Maison-Blanche. Il ne s'agit plus d'une question théorique. Le sujet est désormais abordé lors des dîners en famille, dans les conversations entre collègues de travail, dans les groupes de discussion entre voisins. Car lorsque le président d'une nation doit comparaître devant un tribunal pénal le jour même où il devait recevoir des chefs d'État étrangers, la politique cesse d'être une abstraction. Elle devient une crise institutionnelle concrète. Et dans une crise comme celle-ci, personne n'en sort indemne. L'économie réagit, les indices de confiance fluctuent, les marchés hésitent, les investisseurs repensent leur stratégie et les gouvernements alliés se demandent s'ils ont encore affaire à une démocratie prévisible ou à une puissance en lente implosion. Au centre de cette tempête se trouve un homme qui, pendant plus d'une décennie, a bâti sa carrière politique en rejetant toute forme de responsabilité. Donald Trump, désormais privé de son filet de sécurité habituel, est contraint de se conformer aux règles qu'il a tant évitées. À partir de maintenant, le décor a changé. Il n'y a plus de projecteurs pour détourner l'attention. Il n'y a plus de foule pour l'acclamer. Il n'y a plus de place pour l'improvisation. Il n'y a plus qu'un tribunal, un juge, un ensemble de règles et des preuves. Et pour un homme qui s'est toujours considéré comme plus grand que n'importe quelle institution, c'est là le véritable tournant. Ses avocats en sont conscients. Ils savent qu'il n'est pas possible de gagner un procès de cette ampleur avec des mèmes ou des discours enflammés. Ils savent que tout geste de mépris envers la Cour peut coûter cher. Mais ils savent aussi que Trump n'accepte pas les contraintes. Il ne respecte pas les liturgies. Il part au conflit. Il accuse, il déforme, il provoque. Et cela, dans un environnement juridique, n'apporte pas d'empathie. Cela apporte des sanctions. Cela apporte des conséquences réelles. Même la presse, qui a toujours été la cible de ces attaques, s'est retrouvée, pour la première fois depuis longtemps, à se contenter de rapporter les faits, sans besoin d'interprétation. Les données parlent d'elles-mêmes, et même les médias conservateurs ont du mal à justifier le comportement de l'ancien président. Comment expliquer que les magistrats, les plus conservateurs du pays, tous nommés sous son gouvernement, aient rejeté son appel sans aucune hésitation? Comment soutenir le discours de persécution alors que la Cour elle-même, composée majoritairement de personnalités alignées sur sa vision du monde, rejette toute tentative de manœuvre? Cette contradiction met les commentateurs visiblement mal à l'aise. Les justifications semblent vides de sens, les réponses répétées. Et pendant ce temps, l'opposition avance avec un discours simple et puissant. Personne, aussi influent soit-il, n'est au-dessus de la Constitution des États-Unis. Ce message, soutenu par la force symbolique de la Cour suprême, a trouvé un écho auprès des électeurs qui se sont longtemps sentis exclus du débat politique. La décision a suscité un nouveau sentiment chez une partie de la population, le soulagement. Le soulagement de voir que même tardivement, les institutions sont encore capables de réagir. Et en même temps, la perception inconfortable que l'on s'est dangereusement approché d'un abîme institutionnel. Car si cette décision n'avait pas été prise, la démocratie aurait peut-être flirté avec un point de non-retour, un scénario dans lequel le président de l'une des plus grandes puissances de la planète aurait pu contourner indéfiniment les mécanismes de responsabilisation. Mais désormais, il n'y a plus de place pour les raccourcis. Il n'est plus possible d'utiliser les campagnes électorales comme bouclier. Il n'y a plus de temps pour les distractions médiatiques. La procédure judiciaire suit son cours. Les accusations seront détaillées. Les témoins feront leur déposition. Les preuves seront analysées.
Et peu importe le nombre d'adeptes, les vidéos sur les réseaux sociaux ou les cris de guerre à l'extérieur, au tribunal, tout se résume à la vérité, aux faits, à ce qui peut être prouvé. Et même si Trump tente de transformer chaque comparution au tribunal en un nouvel épisode de sa télé-réalité politique, même si ses partisans veulent transformer le procès en une épopée, la justice reste ferme, silencieuse, impartiale, inébranlable, et c'est ce qui effraie le plus ceux qui l'entourent encore. Car lorsque le scénario échappe à tout contrôle, lorsque la mise en scène est démasquée, il ne reste plus que la réalité. Et la réalité est dure. La réalité est implacable. La réalité exige des comptes. La réalité n'applaudit pas les improvisations. Et face à cela, chaque faux pas, chaque offense dirigée contre l'institution, chaque tentative de dramatiser le processus peut coûter cher, très cher. Et c'est pourquoi vous, qui nous suivez jusqu'ici, ne pouvez pas rester en dehors des prochains chapitres. Ce qui se passe est plus important qu'une élection. C'est plus important qu'un parti. Il s'agit de l'âme d'une nation, de l'avenir de la présidence, de la valeur de la justice. Et si vous voulez continuer à suivre tout cela en profondeur, avec responsabilité, sans filtre et sans crainte, inscrivez-vous dès maintenant. Ici, nous ne travaillons pas avec des versions fabriquées. Nous travaillons avec les faits, avec le courage de dire ce que beaucoup évitent de dire, avec la vérité que beaucoup tentent de taire. Et si cela a du sens pour vous, restez avec nous. Car ce qui nous attend exigera de l'attention, de la conscience et de la fermeté. Et vous méritez d'être informés. Ce qui rend ce moment encore plus marquant, c'est de constater que, même face à une crise d'ampleur historique, certaines voix continuent de prétendre que tout est normal. Des gens qui insistent pour dire que tout cela n'est qu'un chapitre de plus dans le scénario tumultueux de la politique américaine. Des gens qui préfèrent présenter cet effondrement comme un simple conflit idéologique, comme si la décision de la plus haute cour du pays ne représentait pas un tournant. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left-wing Nous mob. assistons est le résultat direct d'années de permissivité, de convenances politiques, de tentatives répétées de contourner les limites de la légalité au nom d'un projet personnel de pouvoir. Donald Trump n'est pas devant la justice par hasard. Il a consciemment suivi cette voie, convaincu qu'il ne serait jamais tenu responsable. C'est par des décrets autoritaires, son mépris des règles, des attaques calculées contre les institutions et des manipulations constantes de la vérité qu'il a déchiré, morceau par morceau, le contrat symbolique qu'un président a avec sa nation. Et maintenant, ce contrat étant rompu, il ne reste plus la protection de la fonction, ni le bouclier du prestige. Il ne reste qu'un homme ordinaire, devant un tribunal, comme n'importe quel autre citoyen. Cette image est perturbante. Elle ébranle la structure symbolique des États-Unis. Pour la première fois depuis des décennies, un président se voit contraint de répondre, non pas au public ni à la presse, mais à la justice, non pas en tant que personnalité publique, mais en tant qu'accusé. Et cela change tout. Il ne s'agit pas seulement de l'avenir politique de Donald Trump. L'équilibre des institutions, la santé de la démocratie et surtout la foi du peuple dans le fait que la loi peut atteindre ceux qui sont au sommet sont en jeu. Les prochains chapitres ne seront pas tranquilles. Ce qui s'annonce, c'est une confrontation directe entre le temps juridique et le temps politique. Un choc entre la liturgie du pouvoir et la logique du processus juridique. Nous aurons un président qui devra partager ses journées entre des réunions avec des chefs d'État et des convocations judiciaires. Un chef de gouvernement dont l'agenda sera rempli d'audiences, d'examens de preuves, de réponses à des accusations formelles. Et chaque étape de ce parcours sera suivie, discutée et déformée par ceux qui tentent de transformer le procès en spectacle. C'est pourquoi le rôle de la presse indépendante sera déterminant. Ce sont les médias libres qui auront pour mission de séparer les faits de la propagande, de distinguer la vérité de la mise en scène, de garantir que les citoyens aient accès à ce qui se passe réellement, même lorsqu'une avalanche de désinformation tente de détourner l'attention. Et c'est pour cela que cette chaîne existe, pour maintenir la flamme de la vigilance allumée.
pour offrir un contexte, une analyse et du courage en ces temps d'obscurité fabriquée. Car oui, les efforts pour délégitimer cette décision ont déjà commencé. Des groupes organisés tentent d'atténuer l'impact de ce qui a été dit par la Cour suprême. Ils essaient de faire croire qu'il ne s'agit pas d'une rupture, mais simplement d'un conflit institutionnel parmi tant d'autres. Or, ce que nous avons vu n'était pas une décision comme les autres. C'était un cri ferme venant du cœur du système juridique. Un message délivré, non pas par un parti, mais par une institution composée de différentes tendances idéologiques qui, pour un rare instant, ont parlé d'une seule voix. Ça suffit. Ce « ça suffit » ne s'adressait pas seulement à un homme. Il s'adressait à une culture d'abus, à une pratique systématique consistant à contourner les règles à sa convenance, à un projet de pouvoir qui a transformé les lois en boucliers personnels. C'est un « ça suffit » à la tentative de transformer la présidence en une armure permanente. C'est un « ça suffit » à l'utilisation sélective de la légalité comme instrument de protection pour ceux qui ont de l'influence. Et ce faisant, la Cour suprême a offert au pays quelque chose qu'il recherchait depuis longtemps, un moment de cohésion institutionnelle, une pause dans la polarisation, une chance de reconstruire les fondations qui soutiennent la confiance publique. Mais cette fenêtre ne restera pas ouverte éternellement. Si cette décision est déformée, ignorée ou oubliée, les dommages seront profonds et durables. Et lorsque les institutions échouent, l'effondrement ne choisit pas son camp. Il n'épargne pas les innocents. Il détruit tout sur son passage. Imaginez maintenant l'ampleur du défi qui nous attend. Un gouvernement qui doit fonctionner tout en faisant face à des poursuites pénales impliquant son plus haut dirigeant. Une société divisée, émotionnellement épuisée, qui tente de comprendre si elle peut encore faire confiance aux structures de représentation. Une économie instable, réagissant à chaque nouvelle avec méfiance, tandis que les investisseurs, les analystes et les gouvernements étrangers tentent de déterminer si les États-Unis sont toujours un phare de stabilité ou simplement une puissance de plus en pleine convulsion. Et au milieu de tout cela, une presse qui sera mise sous pression, surveillée, attaquée, précisément parce qu'elle tente de raconter cette histoire avec honnêteté. Oui, le chaos s'est déjà installé. La seule question qui se pose désormais est de savoir s'il sera affronté avec maturité institutionnelle ou alimenté par le déni et l'opportunisme. C'est le point d'inflexion. C'est ici que chacun d'entre nous doit choisir s'il va considérer tout cela comme une tempête passagère ou comme un avertissement définitif. Si nous allons reculer et laisser la confusion l'emporter, ou si nous allons nous engager à préserver ce qui nous reste de démocratie réelle. Car ce n'est plus un moment comme les autres, c'est l'un de ces rares instants où l'histoire se plie et pointe vers des chemins différents. Et ce que vous faites maintenant a de l'importance. Votre engagement, votre voix, votre décision de ne pas accepter le discours facile, votre envie de partager la vérité, tout cela a du poids. Car c'est exactement ce que ceux qui tirent profit du mensonge redoutent le plus. Une population informée, active, éveillée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous le ressentez. Vous sentez qu'il se passe quelque chose de profond. Vous sentez que cette histoire doit être racontée sans détour. Et c'est pourquoi nous vous demandons, partagez cette vidéo, envoyez-la à cette personne qui pense encore que tout cela n'est qu'une exagération des médias. Montrez-lui qu'il existe une version plus complète, plus crue, plus réelle des faits. Parce que la vérité, lorsqu'elle est étouffée, pourrit. Mais lorsqu'elle est libérée, elle transforme. Et ce dont les États-Unis ont besoin maintenant, ce n'est plus le silence, c'est le courage, c'est la conscience de justice, même si cela fait mal, même si cela prend du temps, même si cela détruit des mythes. Car ce n'est qu'après la chute des mythes que nous pouvons reconstruire sur la base des faits. Ce n'est qu'après la chute des boucliers que la vérité apparaît. Et lorsqu'elle apparaît, aucune force politique ne peut la repousser dans l'ombre. C'est le début d'un nouveau chapitre. Et c'est à chacun d'entre nous de décider si nous serons spectateurs ou participants actifs de cette reconstruction. Si vous pensez que le moment est venu de tourner la page, inscrivez-vous dès maintenant.
Ici, chaque mot prononcé est une forme de résistance. Chaque vidéo publiée est une tranchée contre la manipulation. Et si tout cela vous a touché, commentez ci-dessous. Exprimez-vous avec vos propres mots ou copiez simplement cette phrase. Je savais que ce jour arriverait. Votre présence ici compte. Votre parole compte. Et elle peut être le déclic qui réveillera quelqu'un qui est encore prisonnier d'une imposture. Ensemble, nous pouvons faire ce que presque personne n'a eu le courage de faire, affronter l'empire du mensonge et dire « Maintenant, ça suffit ». La vérité est sortie et elle ne retournera plus dans la cave.